Imaginons un instant un ado qui marche dans la rue, la tête complètement baissée sur son téléphone. Ouais, l'image classique, quoi. C'est ça. Et là, d'un coup, il s'arrête, il pivote et il commence à scanner un bout de trottoir avec sa caméra. Ah, pour capturer un petit monstre en réalité augmentée, j'imagine. Exactement. Vu de l'extérieur, c'est juste un jeu innocent, mais en fait, chaque mouvement de son téléphone fait un travail de cartographie. Et un travail gratuit, ultra précis, qui va servir à entraîner la prochaine génération de robots livreurs physiques. C'est fou quand on y pense. Grave. Et c'est justement ce télescopage un peu invisible entre le monde numérique, l'ingénierie physique et nos propres vies sociales qui est au cœur de notre analyse d'aujourd'hui. Je suis vraiment ravie de me plonger là-dedans. Et moi aussi. Et pour faire cette plongée, on va utiliser une pile de sources qui peut paraître un peu atypique au premier abord. On s'appuie sur des extraits d'un numéro du magazine pour la jeunesse, Le Monde des ados. Ouais, celui daté du 1er avril 2026. C'est ça. Parce que la littérature jeunesse, et la presse jeunesse en particulier, ça a cette capacité assez redoutable d'agir comme un miroir sans filtre, tu vois. Ça reflète vraiment toutes les complexités de notre société. Oui, on y trouve cette espèce de juxtaposition brutale. D'un côté, on a des enjeux géopolitiques gigantesques et sur la page d'à côté, des questions existentielles de cours de récréation. C'est exactement ça. Le contraste est fascinant. C'est clair. Tu lis un article sur la militarisation des océans et juste après, on te décortique une dispute entre copines, avec au milieu une grosse dose de culture pop pour lier le tout. C'est la vie d'un ado, en fait. Totalement. Et notre mission aujourd'hui, c'est vraiment désormais principalement sur TikTok. 70%. C'est énorme. Et ça descend même à 55% pour les 11-13 ans. C'est leur source numéro 1. Ce chiffre, il illustre vraiment un basculement complet de notre rapport à l'actualité. Enfin, historiquement, s'informer, c'était une démarche active. Ouais, t'ouvrais un journal, tu allumais la télé à une heure précise. Voilà, tu cherchais l'info. Alors qu'aujourd'hui, l'information, c'est devenu un flux totalement passif. C'est poussé par un algorithme de recommandation. Et le truc à retenir, c'est que le mécanisme de ces plateformes, il repose sur une seule chose, la rétention de l'attention. C'est pas la qualité de l'info qui compte, quoi. Exactement. L'algorithme, il se demande pas si une info est d'intérêt public, si elle est neutre ou même si elle est vérifiée. Non, il s'en fiche. Tout ce qu'il calcule, c'est la probabilité qu'une vidéo garde ton œil rivé sur l'écran quelques secondes de plus. Et le pire, le grand paradoxe là-dedans, c'est que les 3/4 de ces mêmes ados disent qu'ils sont tout à fait capables de repérer le vrai du faux. Ah oui, l'illusion de contrôle. C'est ça, ils pensent maîtriser le truc. Mais l'association E-Enfance, qui est citée dans le dossier, tire vraiment la sonnette d'alarme là-dessus. Elle souligne à quel point cet exercice est devenu extrêmement difficile aujourd'hui. C'est clair. J'y pensais et je me dis que naviguer sur ces réseaux, c'est un peu comme avancer dans un gigantesque palais des glaces, dans une fête foraine. Ah, j'aime bien l'analogie. L'utilisateur, il pense regarder par une fenêtre ouverte sur le vrai monde, tu vois. Mais en fait, l'algorithme, c'est un miroir déformant. Ouais, il étire tout ce qui est spectaculaire. Voilà. Il écrase les nuances complexes et surtout, il renvoie constamment le reflet des croyances que l'utilisateur a déjà. Et le défi, c'est de rendre ces miroirs visibles. Parce que, par définition, le code d'un algorithme, c'est invisible. Oui, on ne le voit pas agir. C'est pour ça que je trouve super intéressante l'exposition qui est mentionnée dans le magazine. Elle s'appelle « Les réseaux et toi ». Ah oui, celle à la Fondation EDF à Paris. Exactement. Elle s'y tient jusqu'au 27 septembre. Et elle s'attaque précisément à ce problème. Les artistes contemporains qui y participent, ils essayent de matérialiser des concepts super abstraits. Genre la bulle de filtre ou les chambres d'écho. C'est ça, ils transforment ces algos de recommandation en installations physiques oppressantes ou en labyrinthes clos. Ça doit être assez angoissant en fait. Ça démontre de manière hyper tangible comment une technologie qui était à la base conçue pour connecter toute la planète finit paradoxalement par isoler les individus dans des réalités sur mesure. C'est fascinant. Et d'ailleurs, cette espèce de porosité entre le virtuel et le matériel, ça s'arrête pas juste à nos opinions ou à la politique. Le numérique, il utilise carrément notre temps de cerveau pour façonner l'espace public physique. Oui, on en revient à ton exemple de Pokémon Go du début. Voilà. L'article qui en parle, c'est une petite bande dessinée qui s'appelle « Chasseurs de données ». Et ça met en lumière une pratique vraiment édifiante. Ouais, de la part de Niantic, l'entreprise derrière le jeu. C'est ça. Ils exploitent les données et les photos capturées par les joueurs, et ça, pour entraîner des robots livreurs autonomes. Et la passerelle technologique entre ces deux mondes, c'est la cartographie en 3 dimensions.
Parce qu'il faut bien comprendre, un robot livreur, ça peut pas naviguer sur un trottoir avec un simple GPS en 2D. Bah non, il buterait sur le moindre poteau. Exactement. Il a besoin d'y comprendre la profondeur, la hauteur des bordures, la présence du mobilier urbain, tout ça. Et donc, au lieu de payer des gens pour cartographier, En incitant des millions de joueurs à pointer leurs caméras vers des parcs, des rues ou des bâtiments pour attraper des créatures virtuelles, l'entreprise génère un nuage de points 3D d'une densité inouïe. et gratuitement, C'est génial et terrifiant à la fois. L'utilisateur pense juste s'évader du réel par le jeu, Ouais. mais en fait, chacun de ces gestes, c'est une forme de travail bénévole. et non déclaré bien sûr. C'est littéralement une armée d'arpenteurs qui numérise l'espace public pour que des machines puissent ensuite y circuler. La donnée virtuelle, ça devient vraiment le matériau de construction d'une ingénierie physique bien réelle. C'est ça, et si les simples applis de jeu arrivent à cartographier nos trottoirs pour y faire rouler des robots, ça prouve vraiment à quel point la donnée est devenue un instrument de contrôle de l'espace physique. Clairement. Mais à une toute autre échelle, on retrouve cette même volonté de domination matérielle et technologique. Sauf que là, c'est sur les océans. On passe aux choses sérieuses. Le dossier sur le France Libre. Oui, le futur porte-avions nucléaire de la marine française. Ça, c'est fascinant. Ce bâtiment, il est prévu pour 2038. C'est la date à laquelle il prendra la relève du Charles de Gaulle. Qui aura 40 ans à ce moment-là, c'est ça? C'est ça, il aura atteint sa limite opérationnelle. Et là, on passe vraiment de la micro-ingénierie invisible des algos à l'ingénierie d'État la plus colossale qu'on puisse imaginer. Les chiffres sont dingues. Le navire fera 310 mètres de long, contre 260 pour son prédécesseur. Il mobilisera plus de 200 entreprises sur le chantier de Saint-Nazaire. 310 mètres, c'est une ville flottante. Complètement. Il accueillera 2000 marins et on parle d'un investissement d'environ 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros. Attends, je me fais l'avocat du diable une seconde. Vas-y. On vient de parler d'une époque qui est définie par des cyberattaques, des guerres de l'information, des algorithmes invisibles. Ouais. Et là, on investit 10 milliards d'euros pour construire une cible géante en acier de 310 mètres de long au beau milieu de l'océan. Est-ce que c'est pas un concept militaire complètement anachronique? Enfin, pourquoi construire une forteresse aussi visible quand les menaces aujourd'hui sont de plus en plus impalpables? C'est la question que tout le monde se pose. La question de la vulnérabilité d'un tel colosse, elle est totalement légitime. Bah oui, ça fait une belle cible. Mais le dossier du magazine souligne bien que le France Libre, en fait, il ne faut pas le voir comme un simple moyen de transport pour des avions. C'est plus que ça. C'est conçu autour d'un concept très précis, celui des combats connectés. En réalité, sans prendre parti sur le bien fondé militaire, le navire est décrit comme un centre de traitement de données ultra sécurisé. D'accord. Et c'est monté sur des réacteurs nucléaires. Son vrai rôle, c'est de centraliser, de traiter en temps réel les informations qui viennent d'une multitude de capteurs. Quel genre de capteur? Des essaims de drones en vol, des satellites, des sous-marins en profondeur et les futurs avions de combat NGF. Ah ouais, donc en fait, c'est une sorte de serveur informatique géant, flottant et lourdement armé. C'est tout à fait l'idée. C'est l'intelligence artificielle embarquée qui va analyser toute cette masse de données pour coordonner une réponse. D'accord, je vois mieux la logique numérique derrière le monstre d'acier. Et l'autre aspect fondamental évoqué par les sources, c'est le choix de la propulsion nucléaire. Il faut savoir qu'actuellement, la France et les États-Unis sont les deux seules nations à maîtriser cette technologie pour des porte-avions. Ah, je savais pas que c'était aussi rare. Ouais. Et contrairement à une propulsion classique, où il faut faire des ravitaillements réguliers en carburant, l'énergie nucléaire, ça offre une autonomie virtuellement illimitée. Il peut rester en mer indéfiniment? Voilà. Le navire peut se positionner n'importe où sur le globe terrestre pendant des mois. L'idée, c'est qu'à l'heure où les tensions géopolitiques se multiplient, projeter une puissance matérielle massive, ça reste un point d'ancrage jugé indispensable pour soutenir justement la cyberguerre. Ouais. C'est la démesure humaine dans toute sa splendeur. On dépense 10 milliards, on mobilise l'atome des centaines d'entreprises. Tout ça pour tenter de maîtriser notre environnement stratégique. C'est ça. Mais le contraste est tellement saisissant avec une autre étude qui est rapportée dans ce même magazine. Une étude qui se passe à Martalen, en Suisse. Ah oui, le grand écart. L'ingénierie dont on parle là, elle est tout aussi efficace, mais elle est totalement gratuite, silencieuse, et elle demande aucune ligne de code. Zéro intelligence artificielle? Zéro. Les ingénieurs en question, ce sont des castors. Le basculement d'échelle, il est vertigineux, c'est clair. Mais les implications environnementales sont massives. Grave. L'étude qui a été publiée initialement dans Nature Communications, Earth and Environment, détaille l'impact de ces petits rongeurs.
qui d'ailleurs, on le rappelle, frôlaient l'extinction au XIXe siècle à cause de la chasse pour leur fourrure. Oui, on les a presque décimés. Et aujourd'hui, ils sont protégés et reprennent possession des cours d'eau suisses en construisant leur célèbre barrage. Et moi, ce qui me fait rire, c'est l'ironie de la situation face à la réaction des humains. L'article mentionne que les forestiers râlent un peu parce que les castors coupent quelques arbres pour leur construction. Typiquement humain. Ouais, on se plaint. Alors qu'en fait, les données prouvent que ces barrages créent de nouvelles zones humides qui agissent comme des pièges à carbone redoutables. Le mécanisme chimique à l'œuvre dans ces étangs de castors, il mérite vraiment qu'on s'y attarde. C'est fascinant. Vas-y, explique-nous. Dans une forêt classique, quand un arbre ou de la végétation meurt et tombe au sol, il se passe quoi, Al? Les bactéries et les champignons la décomposent et ça relâche le carbone dans l'atmosphère. Oui, le cycle normal. Mais quand un castor construit un barrage, il inonde la zone. L'eau crée un environnement anaérobie, c'est-à-dire qui est privé d'oxygène. Ok, Et sans oxygène, les micro-organismes qui sont responsables de la décomposition, ils ne peuvent pas faire leur travail. Donc la matière organique s'accumule au fond de l'eau et ça emprisonne le carbone de manière quasi permanente. c'est fou. Et les chiffres de l'étude, honnêtement, ils donnent le tournis. Ces zones inondées stockent 10,1 tonnes de carbone par hectare et par an sur une décennie. C'est énorme. 10 fois plus qu'une rivière standard où il n'y a pas de castor. C'est La nuit bleue d'Anaïs Sautier, qui est aussi chroniquée dans le mag. L'histoire de Croco? Oui, le protagoniste qui évolue dans une ville super violente et qui prend la décision radicale de, je cite, quitter le réseau. La déconnexion absolue. Voilà. L'idée de déconnexion volontaire, de débrancher purement et simplement l'accès au flux d'infos, ça devient vraiment le stade ultime de la rébellion face à un environnement technologique qu'on juge toxique. C'est fascinant de voir tous ces fils se croiser. C'est clair. Le parcours qu'on vient de faire à travers ces pages destinées aux ados, c'est d'une richesse vraiment insoupçonnée. Totalement. On a vu comment un banal algorithme de vidéos courtes peut altérer notre perception de la réalité. Comment la simple chasse à un monstre virtuel génère les fondations géographiques de la robotique de demain. Ouais, l'invisible qui façonne le visible. C'est ça. On a aussi mesuré la lourdeur implacable de l'ingénierie militaire humaine avec les 310 mètres du France libre, pour finalement observer les castors suisses piéger le carbone en toute discrétion avec quelques bouts de bois. La nature qui nous donne une leçon d'ingénierie. Et au milieu de tout ça, l'individu cherche à sa place. Il tâtonne pour réparer ses amitiés fragiles, tout en se plongeant dans la magie, la nostalgie des cartes en carton, ou même le silence d'une déconnexion totale. Cette superposition de mondes, je trouve que ça révèle l'incroyable capacité d'adaptation de notre société. C'est vrai, on est résilient. Mais ça pousse aussi à une dernière réflexion assez vertigineuse. Imagine, dans quelques siècles, Vas-y. si des anthropologues du futur étudiaient notre époque et qu'ils n'avaient accès qu'à nos œuvres d'évasion. Genre nos films de plombiers dans l'espace ou nos mangas de chiens fantômes. Exactement. S'ils n'avaient que ça, que déduiraient-ils des angoisses réelles de notre époque qu'on essayait désespérément de fuir? Ah ouais, c'est puissant. La question mérite vraiment qu'on s'y attarde sérieusement. Ça laisse songeur. C'est clairement une idée à garder en tête la prochaine fois qu'on choisit un film pour se détendre, ou même qu'on marche innocemment sur un trottoir fraîchement numérisé. En tout cas, merci à tous ceux qui nous écoutent de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur de nos sources. Oui, merci à tous. Et n'oublions pas d'observer, avec un œil un peu nouveau, les rouages invisibles des mondes qui nous entourent. À très bientôt.